La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire de dromadaire. Voilà, c'est tout. C'est bon, on a le titre de l'émission. Dromadaire. Coucou les gens, le podcast qui a du mal à trouver ses mots, mais c'est parce qu'il parle tellement de bande dessinée de qualité que parfois ça en devient difficile. Nous sommes sous le coup de l'émotion, je suis One Pied, et pour m'accompagner et pour parler de ces bandes dessinées de qualité qui nous laissent sans voix ou avec une voix un peu flageolante, oui, flageolante, une voix qui fait des proutes, c'est ça que ça veut dire. Restons dans les annales. Voilà, je suis avec ma chère Jérôme, salut notre archiviste préféré. Salut à tous. Guillaume, salut. Thierry qui n'en peut plus de rire parce que je suis en train de tuer ce soir. Maître Capello s'est retourné 2 fois dans sa tombe. Voilà, et Thio à la technique qu'on ne pourra jamais assez remercier. Ce soir, nous allons parler d'Albert Londres doit disparaître. Oui, en titre, Randall, le dromadaire flageolant. On est bon. Le ministre et la Joconde, de Deux Capes et Deux Mots, et du tome 2 de Vesper, avant d'avoir un œil sur... Attention Guillaume. On va faire kaléidoscope. Kaléidoscope, c'est parti. On peut tout de suite attaquer le jingle pour la suite. Et on attaque cash avec moi. Albert Londres doit disparaître. C'est paru chez Glénat pour 17,50 €. C'est scénarisé par Frédéric Kinder. J'attends vos jeux de mots. C'est dessiné par Boris et colorisé par Brice Follet. Ça doit être Buenos. Remettons tout de suite le personnage dans le contexte. Albert Londres, c'est un des pères du journalisme d'investigation. Il commence comme journaliste parlementaire avant de devenir reporter de guerre, que ce soit sur les fronts de la Première Guerre mondiale et jusqu'en Asie. Il finit sa carrière en menant des enquêtes engagées et de fond, que ce soit sur l'antisémitisme, le Tour de France, le bagne, la colonisation, et j'en passe. Bref, c'est une figure du journalisme qui a donné son nom au prix récompensant les grands reporters francophones, la classe. Voilà, Albert Londres, son histoire de base, c'est la classe. Voilà. L'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, ça nous conte le mystérieux voyage en Chine qu'Albert Londres a réellement fait vers la fin de sa vie, et qui semble faire de son propre chef sans que personne ne sache pourquoi. La réputation du personnage intrigue, et l'armée française, inquiète pour ses affaires chinoises, décide de le faire suivre pour connaître ses réelles intentions. Ce qui amène notre reporter à être pris au milieu d'un complot sino-français qui connaîtra une fin tragique. Je spoile pas vraiment, sauf si vous connaissez vraiment pas du tout Albert Londres, ce qui était aussi un peu mon cas, donc je spoil en vrai. Voilà. Les crayonnés de Boris sont directement mis en couleur par Brice Follet. Ça permet de conserver toute l'énergie et l'ambiance qu'un ancrage masque parfois. On sait que parfois l'ancrage a tendance à ralentir le dessin, je trouve, sa dynamique. On est très loin d'un style réaliste classique, mais ça permet de rapidement dresser les portraits psychologiques des personnages et d'accentuer toutes les émotions sans avoir l'air d'en faire vraiment des tonnes. Si le mystère de la mort d'Albert Londres demeure toujours, réellement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est mort, Frédéric Kinder il va puiser dans des pistes fiables, même si elles sont non concluantes, pour nous écrire un récit d'espionnage qui est efficace et qui met en valeur les qualités humaines du journaliste en lui écrivant une mort très douce amère. Voilà. Moi, je connaissais pas Albert Londres, à part par sa réputation. Je connaissais le prix Albert Londres, je connaissais un peu ce qu'il représentait vis-à-vis du journalisme. J'ignorais son destin tragique, la fin de son histoire. Et ça a été pour moi là une super histoire qui m'a donné envie d'en apprendre plus sur la vie et l'œuvre du reporter humaniste, ce qui est déjà énorme, et qui en plus arrive à parler d'histoire en évitant un ton documentaire avec beaucoup de succès. Voilà. Je crois qu'il y a des trucs techniques qui se passent. Ouais, mais c'est hors champ, Voilà. on n'en parle pas. Ouais. Soyons pros jusqu'au bout. Il y a des câbles qui font... Non, appuie sur le bon bouton pour qu'on voit plus le bouquin d'Albert Londres, parce que du coup on voit ta tablette. Ouais. Voilà, bien sage. Bah. Ça va arriver. Ah oui, non, c'est vrai que oui. Donc voilà, Albert Londres souhaite disparaître. Les amis, tiens, on va demander à l'archiviste qui est le plus féru des récits historiques d'avoir son point de vue.
Toi qui connais toutes les personnes C'est ça, voilà, dans l'histoire. toutes les biographies, toutes voilà. les... J'ai dit que tu étais le plus féru de récits historiques. J'ai pas dit que tu les connaissais tous. Non, Albert Londres, j'avais pas plus de connaissances que toi. Il se passe des trucs au niveau technique, c'est un peu chiant. Non, mais c'est Guillaume qui apprend à mettre des câbles dans des trous. Ouais. Apparemment, le truc technique est fini. Donc, Quand on dit truc technique, c'est quand on est pointu. non, mais Albert Londres, moi, je connaissais pas davantage. Je trouve que le récit est bien mené. Alors, c'est parfois un peu verbeux. Il faut quand même être un petit peu intéressé par l'histoire du journalisme et par l'histoire politique surtout. Parce qu'on est quand même dans une histoire politique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, franchement, l'album vous intéressera parce que on passe outre cet aspect un petit peu verbeux et parfois ces longueurs dans l'album. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon album. Il faut savoir que, de façon concomitante à la sortie de cet album l'année dernière, il y a eu une grande exposition à Paris sur le travail d'Albert Londres avec présentation de planches. Et c'était l'occasion de remettre un petit peu en avant et sous les projecteurs ce personnage qui, parfois, dans le milieu hors journalistique, est malheureusement très méconnu. Donc voilà, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cet album, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cette exposition, c'est une bonne chose qu'on n'oublie pas la liberté d'expression de cet homme qui peut-être, on n'en saura jamais rien, mais qui peut-être l'a payé de sa vie. Voilà, bim, il a posé le... voilà. Pose le débat. Bah vas-y, t'as pris la parole. Tu voulais essayer de Je me suis relancer. retrouvé d'être un petit peu comme toi, c'est-à-dire ne pas connaître grand-chose de plus d'Albert Londres, si ce n'est que c'était un grand journaliste à tel point qu'il a son prix, mais après c'est bien, parce que justement il y a sa fille qui a milité pour ça. Mais c'est une bonne tranche d'histoire qui est bien racontée. On ne tombe pas dans une espèce d'enquête policière effrénée. On n'est pas dans du truc trop verbeux non plus, ultra politique. Je trouve que le dosage est plutôt assez subtil et bien fait. Du coup, voilà, c'est pédagogique, on apprend plein de choses et pour autant, on passe quand même un bon moment. Donc voilà, une bonne BD. Ce que je confirmerai, Guillaume. Alors, juste un petit truc qui peut être intéressant de préciser, c'est que donc toute la BD a été faite avec énormément de documents, de lettres, de courriers échangés, certains fournis par sa fille, d'autres par d'autres personnes. Enfin, il y a eu un gros travail de recherche. Pour autant, comme on sait définitivement pas ce qui s'est vraiment passé pour lui à la fin, les explications qu'il donne concernant le fameux dernier accident fatal, pour le coup, sont des suppositions pures et dures. Là, il y a vraiment pas de documents attestant de ça. Les derniers accidents fataux. Ouais. Là pour autant, voilà, il n'y a aucun document officiel qui existe là-dessus pour l'instant. Donc, on n'en sait rien. Mais du coup, tout le reste est ultra documenté et c'est effectivement super intéressant. Ça pour découvrir le personnage, un truc que pour le coup, moi, je connaissais pas du tout. Donc, Albert Londres doit disparaître de Frédéric Kinder au scénario, Boris au dessin, Brice Follet à la couleur. C'est chez Glénat pour 17,50 €. On reste dans l'histoire revisitée avec Le Ministre et la Joconde, par Hervé Bourris et Franck Bourgeron au scénario, Hervé Tancrel au dessin, Isabelle Merlet à la couleur, chez Casterman pour 20 €. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Chez Casterman. Oui, il dit Casterman, lui. Il dit Casterman. Mais il dit Superman aussi. J'ai toujours dit Casterman. Ah, t'as tout déjà dit Casterman. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ça me C'est mon côté marque, français, pas belge. ça me marque pour la première fois aujourd'hui. C'est les Corses, ça. Ils ont un super accent corse, mais pour tout le reste... Ah non, mais C'est la merde. Ok. Et quand tu dis tout le reste, c'est tout. Hein. Vraiment, oui. Tu vois, même quand il dit un truc simple, ça marche. Style my goal. Ça, faudrait écouter l'émission précédente pour C'est ça, ceux une petite qui... référence. Voilà, petite référence. Mais mon accent, je l'assume, il est pourri maintenant. Vas-y, parle-nous un peu de cette BD. Du coup, là, on est sur non pas de l'histoire revisitée ou interprétée ou extrapolée, plus exactement, pour Albert Londres doit disparaître, mais on est carrément sur de l'histoire volontairement inventée à partir d'un fait historique tout à fait réel. Donc en janvier 1963, exactement le 4 janvier 1963, s'embarque
sur un paquebot à destination de Washington, le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, et la Joconde, donc Mona Lisa. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette histoire? Alors là, par contre, pour le coup, il faut faire 2 minutes d'histoire. En fait, les relations franco-américaines sont pas au beau fixe. Dans l'après-guerre. Non, attendez, laissez-moi 30 secondes d'histoire. Allez, ça. Hein, bon. Pourquoi hors champ, mais sa tête laissait bien présager de ce pourquoi elles sont pas au beau fixe? Parce qu'en fait, De Gaulle a cette position de non-aligné, ce qu'on a appelé le non-aligné, c'est-à-dire on fait front face au bloc soviétique, mais pour autant on refuse d'être à la botte des États-Unis. Donc les Américains, eux, ils ont un peu les boules parce qu'ils ont filé énormément d'argent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et De Gaulle les fait chier, pour être très clair. Donc Malraux va essayer de jouer une carte qui est celle d'organiser une grande exposition autour de Mona Lisa, autour de la Joconde, à la fois à Washington, donc à la National Gallery, et à la fois à New York, au MoMA, donc au Museum of Art de New York. Il faut savoir que, ça aussi c'est un fait historique, Malraux a été le premier ministre de la culture, c'est-à-dire qu'avant il y avait des secrétaires d'État, et De Gaulle va donner un ministère à Malraux. Et ça, c'est moins connu par contre. À l'époque, il lui donne un ministère parce qu'il ne sait pas vraiment quoi foutre de Malraux, en fait. Malraux, il a énormément de poids politique parce qu'il a fait partie de la résistance, parce qu'il a une grande gueule, parce qu'il est présent dans les médias. De Gaulle l'aime bien, honnêtement. Il a fait plein de choses, il a eu 1000 vies. Voilà, il a les côtés un peu sombres de l'histoire de Malraux avec les vols des statues Khmer. Ben, ma foi, on enterre un peu tout ça. Mais objectivement, il ne sait pas quoi faire de Malraux. Donc, il lui donne ce ministère de la Culture et Malraux va s'en emparer pour se mettre en valeur. Parce que c'est un homme qui a un melon. Mais il a écrasé tous les autres et il aurait pu faire couler le paquebot France avec juste la taille de son melon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la Joconde va disparaître pendant le voyage. Et ça, par contre, c'est inventé, c'est complètement inventé. Donc, dans cet album, on est sur une caricature humoristique, avec un petit peu dans la grande tradition des albums humoristiques type Les Vieux Fourneaux ou autres, mais avec pas du tout le même contexte politique. Et voilà, donc on est sur axé autour de ce personnage de Malraux, caricaturé, qui est alcoolo, qui est dragueur, qui est drogué, qui est misogyne, misanthrope, imbu de lui-même, imbu de sa personne. Et anti-charismatique. Et qui va, voilà, enfin, qui accompagne cette Joconde. Et puis, pendant le voyage, voilà, la Joconde disparaît. Je vous laisse découvrir la suite. C'est dans l'ensemble assez drôle. Il y a quelques moments qui sont voilà, avec un humour un peu plus discutable, mais franchement... Obligé de citer Sardou quand on fait la France. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était un album assez réussi. Il faut quand même s'intéresser un petit peu à l'histoire de la Ve République et à la personnalité de Malraux pour en apprécier toute la saveur. Moi, j'avoue que Malraux, je connaissais juste parce que j'avais entendu dire que c'était un gars connu et qu'il était un artiste. Mais non, mais vraiment, puis c'est pas du tout un artiste en plus. Oui, non, mais je sais pas, un poète ou je sais pas quoi. Pour moi, c'était ça dans ma tête, j'en sais rien. J'avais une sorte d'image de Malraux sorti du néant. C'est un nom que je connaissais, mais en fait, je savais même pas ce qu'il avait fait. J'ai découvert qu'il avait été ministre, tu vois. Ah bon, pour moi, c'était un auteur de je ne sais quoi. C'était pas un collégien, il y a plein de collèges avec son nom. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc c'est une histoire hyper connue. Il a fugué un jour. Et puis un peu sur le cul dans cette histoire-là, parce que j'ai halluciné devant le personnage tel qu'il est représenté. Je me suis dit, non, mais ils en font des tonnes. Et puis plus tu lis, plus tu dis, et ils en font des tonnes, mais la personnalité a l'air d'être quand même un petit peu fouillée. C'est à peine caricaturé, à peine. On retrouve un peu la qualité de Bourris pour traiter un peu ce côté historique qu'il avait fait dans le dernier Atlas, entre autres, mais là, dans un côté purement burlesque, où il en fait des tonnes dans tous les sens, où il va tester, Malraux, une nouvelle drogue suisse, le LSD, qu'il connaissait pas, tu vois. Et ça lui va pas bien, ça lui plaît pas trop. Enfin, ça part complètement en vrille. On est un peu dans ce côté du Cluedo sur un bateau, quoi. On retrouve un peu ce côté Agatha Christie, mais avec des personnages qui sont complètement à l'ouest, des rebondissements débiles. Et assumés. Et assumés. Donc, en gros, ça passe.
j'ai beaucoup rigolé, même si tout le petit cours d'histoire que tu viens de nous faire m'a appris beaucoup de choses parce que je n'en savais rien du tout. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'historique qui peut faire de se dire André Malraux, en fait, c'est pas que des noms de collège. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis le dessin de Tanquerel qui va sur ce côté un peu ligne claire à l'ancienne, mais qui en fait des tonnes comme il faut, quoi. Non, ça marche très très bien. Un album que j'ai trouvé à l'ancienne dans la présentation, à l'ancienne dans les couleurs, à l'ancienne dans la typographie, mais diablement moderne dans la façon de présenter tout ça, avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Pour autant, tous les éléments historiques que tu as présentés, Jérôme, sont un petit peu distillés, c'est en filigrane derrière, Tout à fait. on nous pose quand même tout ça, donc même si on est totalement ignare, on arrive quand même à se poser un peu dans les bonnes chaussures, sans être complètement à côté de la plaque. Et voilà, ce personnage est truculent. Il est détestable au possible, mais bon, sans avoir besoin de connaître sa biographie totale, sans être totalement ignare non plus, on sait qu'André Malraux a une plume de dingue, et on ne sait pas à quel moment la plume va frapper. Et c'est un petit peu l'espèce d'épée de Damoclès qu'on a tout au long de l'album. À quel moment il va nous sortir un discours de fou? Alors, il essaye tout du long. On a une première ébauche de discours totalement raté à table, on a une ébauche de discours à tel moment, et puis il y a un moment où effectivement on rencontre Malraux. Et c'est ça qui est sympa, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, ok, mais on sait qu'il y a ça quand même derrière. On a une bête de scène, entre guillemets, une bête de plume, et on sait qu'à un moment donné, ça va frapper. Bon, ben voilà, ça frappe et c'est super bien. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment, avec beaucoup de rire, mais une espèce de rire à la France Inter, on va dire, avec un tout petit peu d'intellectuel quand même derrière. C'est bien dit. Waouh. Alors, moi, perso, non. En fait. Bon, alors lui, il écoute Énergie, lui. Non plus. Non, moi j'écoute le One Night Club, tu vois. Non, écoute, déjà le petit cours d'histoire remet en contexte et c'est ça, donne un nouvel intérêt à l'album. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça vaguement rigolo, sympa, pourquoi pas, un moment pas désagréable. Toi c'est quoi, c'est la Joconde que tu connaissais pas ou... C'est ça, et puis je la trouve pas si jolie d'ailleurs. Je connaissais mieux qu'Ariane que Malraux, tu vois, dans le bouquin. Mais tu vois, je suis passé à côté en fait. Je l'ai peut-être pas bien lu, je l'ai peut-être pas lu dans les bonnes conditions, j'en sais rien. Mais moi je suis passé à côté, je suis pas rentré dans le côté burlesque, je suis passé à côté de l'humour absurde, alors que pourtant je suis plutôt client de ce genre de choses. Je suis passé à côté de cet album. Et tu étais dans quel collège ? Et justement, moi j'étais dans le collège Alphonse Daudet. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas. Moi j'ai eu plus de mal avec cet album. Pas que je l'ai pas aimé. Enfin, c'est ni chaud ni froid en fait. Je suis passé complètement à côté. Bon, il cale une bibliothèque quoi. Ouais, voilà. Il n'est pas très épais. Ministre à la Joconde. Ouais, juste pour finir l'histoire, parce qu'il faut la boucler quand même, cette histoire. La Joconde va rester aux États-Unis jusqu'en mars 63, donc pendant 3 mois, il va y avoir cette visite. Il y aura 1,7 million de visiteurs, donc 1,7 million d'Américains qui vont aller voir la Joconde. Et pour finir, la Joconde va encore ressortir une fois de France en 78 pour aller au Japon. Au retour, elle fait un petit arrêt, figurez-vous, par la place rouge de Moscou, puisqu'elle va être accueillie au Kremlin pendant quelques jours sur le retour du Japon, et depuis, plus rien, parce que le bois s'est fendu et que depuis, c'est terminé. Ouais, même pas Florence. Je veux dire, à un moment donné, ils auraient quand même pu faire un petit arrêt à Florence, quoi. Hein, ces enfoirés de Français. Non, mais alors là, si tu veux qu'on en parle... Là, on est dans un débat sur la Joconde, Florence. Non, mais là, c'est la sauvegarde du patrimoine. Non, mais c'est parce que la Joconde a été volée en 1911 par un Italien qui l'a ramené en Italie et qui n'a été condamné à l'époque à 7 mois de prison avec, comme défense, j'ai voulu ramener la Joconde en Italie. Bon, cette espèce d'imbécile a voulu la vendre à des Vénitiens parce que c'était des Venise et que ça restait en Italie, mais sauf qu'il a voulu la vendre, donc il a été dénoncé. Mais voilà, donc elle est rentrée en Italie entre 1911 et 1913, avant qu'elle ne soit récupérée par le gouvernement français. Juste pour l'anecdote et pour finir là-dessus, parce que j'ai été très très long, mais j'adore, c'est cet événement-là, cet épisode-là, qui va rendre la Joconde aussi populaire en France. Eh bien, Miss la Joconde, Hervé Boris, Franck Boulon, Hervé Tanquerel, Isabelle Merlet chez Castamant pour 20 €.
On est bien sur France Inter. Mais si on veut vraiment être France sur Culture. de la grande histoire, ce sont ces personnalités marquantes de Tipeee, qui sont Matt Deka, Chevon, Warlove, Stéphane, Cobal et Boob, qui savent servir de grande cause. La nôtre. Il n'y a pas de plus grande cause que le One Comme Week un Club. chef-d'œuvre en péril. Exactement. En péril, c'est sûr. Pour le reste, ils nous soutiennent, donc sans doute. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir. Vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez vous limiter à 1 euro par mois. C'est déjà un grand plaisir pour nous. Ça nous permet de nous acheter des câbles et de les changer en live. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les petites vignettes sur le site lavoidesbulles.fr qui vous amèneront sur le site Bubble, qui vous permet de commander chez votre libraire préféré ou directement chez eux si vous n'avez pas de libraire préféré, parce qu'ils ne sont pas tous sympas comme Guillaume. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Je confirme. Voilà. Mais vous pouvez aussi parler de nous autour de vous, ce qui nous fait toujours le plus grand bien. Et quand on dit du bien de nous, franchement, waouh, qu'est-ce qu'on est content. Mais qu'est-ce qu'on est content. Qu'est-ce qu'on se la pète? Et nous allons maintenant rester dans le verbe avec de cap et de mots de Flore Vesco au scénario, des Kerascoët au dessin et à la couleur, parce qu'on est obligé de dire les Kerascoët. C'est chez Dargo pour 20,50 €. C'est Thierry qui va nous en parler et c'est un album très très light pour Thierry. Ben oui, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a fini dans ma pile quand j'étais à la BDRI, mais voilà, pif pouf, je l'ai acheté. Ça doit être de la faute de Nao. Mais oui, en fait, on papote, et on me fait « Ah, mais ça c'est bien, ah, mais ça c'est trop bien, mais ça c'est trop bien. » Voilà. Bref, Et toi, parce que c'est une charmante jeune fille, tu te laisses savoir. non, Toujours. Voilà. mais parce qu'elle vend bien. Mais bon, je dis ça, c'est pas pour balancer. Moi, tu sais quoi? Tu sais ce que je vais dire? C'est que c'est une excellente vendeuse. Voilà. Et rien que pour ça, elle mériterait d'être Oui, je augmentée. suis en train de cramer son temps de chronique, oui. Donc maintenant, tu me remets le compteur à 0, s'il te plaît, et on peut y aller. Donc, de cap et de mots, on est dans un roman, à la base. La romancière Flore Vesco, qui bosse sur le scénario dans cette adaptation en bande dessinée, donc avait, en 2015, initié ce roman. Alors, on se situe dans un vieux manoir. On sent que ça a été noble, on sent qu'il y a eu de l'argent, mais ça, c'était avant. C'est poussiéreux, c'est beaucoup moins bien, c'est moins reluisant. Et on va suivre une jeune fille qui est assez joyeuse, assez délurée, assez faux-folle, un petit peu, voilà, qui sort du cadre, et qui s'appelle Sérine. On va suivre donc cette petite Sérine qui vit avec ses 5 frères, un père plutôt malade, mal en point, et une mère très à l'ancienne, assez austère, assez sévère, un peu intransigeante dans la façon de fonctionner. Ouais, carrément un cariatre. Hein. Oui, carrément. On peut le dire. Et donc cette mère veut que sa fille suive les bonnes leçons pour apprendre à faire ci, à faire là, bref, à se comporter en dame du monde. Sauf qu'en fait, Sérine, c'est pas trop ça qui l'intéresse. Elle voudrait apprendre à lire, un truc de dingue. Bah oui, quitte à prendre des cours, autant apprendre La à folle. lire. Mais bon, enfin, voyons, c'est pas ce qu'il faut faire, un enseignement. Il y a des enseignements bien plus importants pour les jeunes filles, comme par exemple avoir la bonne posture pour s'asseoir. Ça, c'est absolument essentiel dans la vie. Ensuite, voilà. Ceux qui sont sur le live là sont en train de voir que par exemple, on ne sait pas du tout avoir la bonne posture pour s'asseoir. Exactement. Et donc, c'est ça qui sera la leçon du jour. Bon, clairement, elle s'en moque royalement. Et comme je le disais au début, les temps sont durs pour la famille. On voit que le manoir va pas très bien. Donc, la maîtresse de maison préfère... On va dire qu'elle préfère miser sur la qualité de nourriture plutôt que sur la quantité de nourriture, ce qui quand même fait un petit peu peau de chagrin dans les assiettes. Mais le père de famille, lui, reste un petit peu jovial par rapport à tout ça et il essaye de donner de la vie dans cette maison, notamment grâce à ses livres. Il a une magnifique collection de livres qu'il refuse absolument de vendre. À l'époque, ça coûte quand même un argent fou, un livre, hein, donc ils auraient quand même pu se remettre un petit peu à flot grâce à cela. Mais non, c'est beaucoup trop précieux à ses yeux. Il est hors de question que de les vendre, et ça fait souvent des vagues avec sa femme. Quelques jours plus tard, voilà, le vieux monsieur décède, Sérine perd son papa, et la maman décide tout aussi bien pour sa fille que pour les bourses de la famille, de trouver un mari à sa fille. Mais bon, là... On peut dire vendre, je crois, dans ce cas-là. Oui, mais on ne pouvait pas le dire comme ça à l'époque, je crois. Je t'entends, Mathieu. Mais bon, la jeune fille a une bien meilleure proposition à faire à sa mère. Elle veut devenir dame de compagnie de la reine, au palais. Voilà. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et donc, la mère de Sérine prend ça pour une plaisanterie, sauf que comme le lendemain matin, elle se retrouve avec un petit mot, dessin, machin, parce que bon, elle n'a pas trop appris à écrire non plus, elle est mise devant le fait accompli. Et donc, sa fille est partie en direction du palais. Et c'est là que commence le début des aventures de Sérine. Ça aurait pu être le titre du livre, Les aventures de Sérine. À défaut de maîtriser les bons usages, les bonnes pratiques en tant que dame de compagnie à la cour,
Elle bénéficie par contre d'une langue extrêmement acérée, d'un esprit extrêmement vif, et c'est ce qu'elle va faire jouer dans cette bande dessinée, dans cette histoire, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Donc on va suivre cette jeune fille qui est dessinée donc par les Kerascoët, Marie Pompuy et Sébastien Cosset, pour leur donner leur vrai nom. Et on est dans une adaptation graphique dans un album BD assez classique au niveau de la présentation. Voilà, on retrouve vite nos repères. Et donc pour ceux qui ont connu le roman, visiblement, on est assez fidèle à l'esprit et au ton qui avait été donné. Personnellement, je ne connaissais absolument pas le roman. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Je vous avoue que le titre de Cap et de Croc, de Cap et de mots, c'est d'autres auteurs. Ça. Oui, je peux finir que tu me coupes pendant que j'ai toujours le chrono, merci. Donc j'avais un petit peu peur du rapprochement de Cap et de mots, de Cap et de Croc. Ça fait 5 minutes qu'il l'a coupé. Je tiens à te le signaler. Merci. Et je suis mon prince. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'avais peur que ce soit un petit peu trop commercial de ce point de vue-là et que ce soit vraiment, on raccroche un peu les wagons pour vendre. Bon, au final, il y a quand même une filiation sur les jeux de mots. On a une filiation sur l'écriture. Donc, on va dire que même si c'est un petit peu osé, ça a quand même un petit peu de sens quand même malgré tout. Ce qui est le centre de tout ça, c'est quand même la vivacité de l'héroïne. Et ça, c'est bien rendu. On a un personnage quand même qui est assez vif, assez truculent. On a plaisir à la suivre. Et c'est un vrai petit plaisir que de fonctionner dans cet univers avec un dessin qui est cohérent avec le personnage. C'est frais. Voilà, on a envie de mettre ça un peu entre toutes les mains. C'est un chouette moment de lecture, sans prétention aucune au final, et qui marche très très bien. Mais De Cap et de mots, c'est pas le nom de roman à l'origine? Non, si, absolument. Donc il n'y a pas d'autres liens à trouver en fait. C'est juste que quand ça arrive du coup dans le monde de la bande dessinée avec De Cap et de Croc qui est pas loin, oui, je pense que il faut tenir un petit peu la comparaison. Oui, mais je pense que c'est totalement hasard. Mais d'accord. Oui. Voilà, je pense pas qu'ils. Quand tu sais pas que c'est un roman à la base et que tu vois simplement dans ta librairie, dans ta BDerie, je voulais dire que le mot est plus fort que l'épée. Toi, c'était plus une référence à cette expression-là. Magnifique. La pelume. Ouais, mais là c'est le mot. La pelume. La pelume. La pelume. La pelume. Guillaume. Alors, et bien, donc moi j'ai mis un peu de temps à le lire à la librairie parce que il avait déjà pas été assez lu. gros. Non, mais faut surtout pas le sortir du contexte. Donc mes collègues l'ont lu et l'ont beaucoup aimé, ils ont mis un coup de cœur dessus. Du coup, je l'ai mis en stand-by en me disant que j'aurai le temps de le lire une autre fois. T'as pas confiance. Donc je l'ai fait pour les émissions ici et je le regrette pas du tout. Je comprends pourquoi il a fini en coup de cœur chez nous. Parce que voilà, c'est frais, c'est très très bien rythmé, les personnages sont très attachants, On a des féminins en arrière-plan que vous n'entendez peut-être pas. On a des Il faut vraiment qu'on rajoute un micro surprise. Je vais mettre un petit micro hyper cardio vers elle. Donc c'est effectivement un bouquin qu'on peut mettre dans toutes les mains pour peu qu'on aime les histoires faciles à apprécier et à appréhender et à rentrer dedans. Sans pour autant être facile au niveau de l'écriture et au niveau du dessin. Ça passerait par exemple très très bien dans les mains des plus jeunes. Je dirais très facilement à partir de 10 ans sans aucune difficulté. Ouais. C'est vraiment super. Enfin, voilà, pour moi c'est un petit moment de bonheur très très plaisant. C'est ça, bonheur facile. Quelqu'un d'autre, un avis? Oui, c'est top. Moi, j'adore ce trait, ce trait léger, ce trait doux, et donc Kerascoët. Cette absence souvent de cases pour laisser. Vous mettez un coup de cœur ou pas, les gars là? Cœur avec les doigts. Vous mettez un coup de cœur ou pas avec les gars là? Ah non, moi je mets pas un coup de cœur sur celui-là, mais je passe un bon moment. Moi, je mettrais un coup de cœur, mais bon, voilà. Il arrête le technicien là-bas. Cœur avec les doigts. Voilà, le technicien, il est même le technicien, il est avec nous. Mais bon, il n'a pas son mot à dire aujourd'hui. On a même la voix off derrière qui dit coup de cœur, coup de cœur. Non, moi, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve que graphiquement, il y a cette légèreté des Kerascoët que j'avais déjà beaucoup apprécié sur quelque chose de beaucoup plus sombre avec Jolies Ténèbres. Mais on avait la légèreté du trait, voilà, qui là, pour le coup, est beaucoup moins utilisé à contre-emploi, on va dire. Ça, c'est beaucoup plus dans le ton, avec une histoire qui commence
où on voit une sorte de chute des espérances de la jeune fille jusqu'au moment où elle devient une figure de l'ombre pour prendre sa revanche sur le monde. Et c'est, enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était une superbe histoire, très bien racontée, qui était drôle, légère, avec un dessin totalement approprié à ce que c'était et que ça déchirait sa maman. Mais bon, s'il y a quelqu'un, qui veut pas y mettre un coup de cœur, vous savez ce que c'est. Hein. C'est la loi. Et la loi. Non, c'est une vengeance, c'est tout. Putain, c'est bas la vengeance. Voilà. C'est là à peu près. Voilà. Non, tu veux que je fasse pareil avec ton genou tu vas souffrir. Stop, les mains sur la table. Vesper, le tome 2, au scénario, au dessin et à la couleur, c'est Jérémy Dargaud pour 15 €. Et c'est Guillaume qui va essayer de nous le vendre. Ah, je vends, c'est ok. C'est d'accord. ton métier, monsieur. Et bien donc, 18,22 €. comme disait un vieil humoriste que beaucoup de gens ont oublié, très bon, toi prendre. Non, c'est le genre de blague qui est interdit depuis 1932. Hein. Non, 1915 au moins. On a dit pas les accents, merde. Pourquoi Bref. si on a un accent, on peut plus parler d'accord, bon. On avait dit pas les accents, merde. Bref, Vesper, donc c'est le tome 2. J'avais déjà chroniqué le tome 1 peu de temps après que je sois arrivé d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouais, ça fait partie des premiers que j'ai C'est ton chroniqué. baptême. Et donc, je reste sur la même idée que pour le premier tome, c'est-à-dire que c'est de l'heroic fantasy, c'est plutôt sympathique, ça fonctionne plutôt bien, c'est pas un grand chef-d'œuvre, mais pour autant c'est plaisant, ça fait plaisir de revenir dans l'histoire. Alors, le tome 1 était sorti avant la Covid, si je me souviens bien, donc je me souviens plus. Ça faisait un moment que je l'avais lu, quoi. Et pour autant, on n'est pas perdu. C'est facile de raccrocher les wagons. Le dessin me surprend toujours agréablement. Je trouve qu'il fonctionne bien. C'est chouette. C'est pas forcément hyper innovant ou autre, mais je sais pas, l'alchimie est là, les couleurs vont bien avec, le dessin va bien avec. C'est très difficile de décrire ça, donc c'est difficile dans le sens où on va pas y a rien de particulièrement remarquable, mais ça marche. Donc on continue l'histoire donc de Vesper qui est toujours à la poursuite de son prince qui est tombé en déchéance, et l'idée maintenant c'est d'essayer de le sortir des geôles et de tôle. Crimson, merci, pour le libérer et éventuellement remonter la fameuse armée, sauf que tout ne va pas se passer exactement comme il faut. Et qu'en plus Vesper est toujours aussi doué dans son relationnel avec les gens, et ça va être un peu compliqué de raccrocher tout le monde à sa cause. Donc je vais pas vous en dire plus que ça, parce que faut continuer l'histoire et la laisser suivre son cours. Mais enfin voilà, je reste sur ma première impression. C'est sympa à lire, ça passe bien. Jérôme. Ça va tacler, attention. Ouais, protège la jugulaire, le tacle peut être un peu haut. Non, mais de toute façon, son avis m'intéresse pas, parce qu'il lit que l'historique, lui. Voilà, une couve. Parce que c'est pas la vraie vie dans Vesper. Non. Une couve magnifique qui donne vraiment envie de lire l'album, et à l'intérieur un dessin très beau. Moi, je suis toujours un petit peu gêné par des pages où il y a quand même beaucoup de carrés, beaucoup de bulles, des bulles qui sont carrées et qui prennent de la place sur le dessin. J'ai du mal avec Tintin aussi. Et qui prennent de la place sur un dessin qui est magnifique et qui donne envie, quoi, en fait. On a envie de se plonger dedans. La mise en couleur est assez réussie. Un peu flashy parfois, un peu criarde parfois, mais honnêtement, ça passe bien et puis ça va bien avec l'univers. Voilà, après, moi, j'ai pas lu le tome 1. On s'y retrouve complètement. Si, on s'y retrouve complètement. Sans avoir lu le tome 1, on s'y retrouve complètement. Ouais, l'histoire est super facile quand même. L'histoire est très facile, donc il n'y a aucun souci. Il y a un résumé au début. Et voilà, c'est vrai que ça aide. Voilà, moi je trouve que ça fait partie de ces albums qu'on lit avec un certain plaisir, en laissant un peu son cerveau à côté.
mais qu'on oublie malheureusement très vite aussi, très clairement. Je te rejoindrai un peu. C'est un peu ce que je dirais la fantaisie à papa qui serait parue chez Humano dans les années 90, mais en mieux dessiné. Tu vois, c'est un peu ce côté-là. Je t'avais dit protéger la jugulaire. Hein. C'est pas méchant. J'ai dit que c'était mieux dessiné. J'ai dit que c'était mieux dessiné. C'est-à-dire que, en gros, disons que je pense que c'est un genre que j'aurais plus apprécié plus jeune. J'avoue que maintenant j'attends un peu Bienvenue chez les plus. vieux Ouais, cons. c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est les vieux cons. Heureusement que Guillaume a su garder cette jeunesse dans son cœur. Son âme d'enfant. Voilà, C'est qu'on ça. a perdu. Ce qui est triste. Non, mais franchement, en fait, c'est nous qui sommes des vieux cons. Désolé. Non, mais lui, Guillaume, ça n'en est pas servi quand il était jeune. de cette jeunesse. Il a mis de côté, il a capitalisé. Non, je trouve que c'est Je sais pas joli. comment je dois le prendre. Tu mets de côté pour ta retraite. Mais Non, pas de politique. voilà. Non, moi je trouve que c'est merveilleusement dessiné. Effectivement, il y a des couleurs parfois un peu criardes, mais qui vont bien avec le propos. Maintenant, l'histoire, c'est un peu du déjà vu, du un peu cliché. Il a l'intelligence, Jérémy, et ça je trouve que c'est une très bonne intelligence, alors que c'est un genre qui s'y prête énormément de pas faire dans le fanservice. Justement, on en parlait il y a C'est dans vrai, l'émission c'est précédente. vrai, il faut le noter, c'est vrai. Ce que je trouve très bien, mais son personnage féminin, Non, c'est pas bien, ça. il Du est coup, pas- tous les mecs qui veulent voir un sein, passez votre chemin. mais son personnage féminin, il est pas bien écrit, je trouve. Il est pas bien défini, tu vois. C'est sorte d'archétype de la meuf en colère. Non, un mais peu c'est pas basique, méchant quoi. sinon. Ouais, non, mais il y a quelques personnages secondaires qui tirent un peu leur épingle du jeu. Je trouve que c'est assez intéressant, en particulier en anthropomorphisme, qui sont assez chouettes. Bon, et après, il y a de l'humour un peu lourd au milieu. Tu sais pas pourquoi il a mis cet humour-là. Il aurait pu s'en passer. Mais sinon, c'est pas méchant. Hein. Voilà. Bon, c'est prévu en 6 tomes, donc ça vous laisse le temps de développer l'histoire quand même, et puis de tenter l'aventure si la critique la chronique de Pierrick ne vous a pas trop. Azartov dit qu'il faudrait lire L'Enfeust. L'Enfeust a presque un côté second degré un peu plus assumé avec le côté humoristique derrière qui aide à faire passer la pilule. Mais oui, on est un peu dans le même genre d'esprit sans le côté humoristique qui facilite un peu Qui porte le quand propos, même la ouais. série Landfeust, très Oui, clairement, voilà. qui la porte. Hein. Bah, c'est une de ses marques de fabrique. Oui, voilà, Et puis, c'est- Et quand on l'a perdu avec Landfeust Chronicle, on a tout perdu. Ah, hein. non, il dit d'aller lire L'Enfeust pour les tétés, pardon. C'était Ah, en deux, oui, c'était pour en le deux coup. SMS, c'est quand même au composé. Il y avait oui, le ok. début de l'histoire et D'accord. puis la fin. il n'y a pas tant de tétés que Non, ça. pas tant, pas tant. Eh ben, de quoi dans L'Enfeust? Tu sais, on voit tous les pétors, ils ont toutes leurs mamelles comme ça. Les mémoires de Oui, Patel. mais alors là, si t'es zoophile, De c'est encore pétard. autre chose. Appuie sur le bouton là, parce que tu vois, c'est toi qui appuies sur les boutons maintenant. Pardon. Voilà, pour dire qu'on va parler de Un œil sûr. Kaléidoscope, et j'ai réussi à le prononcer bien du premier coup, ce qui est assez difficile pour moi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Guillaume, Alors, Kaléidoscope, c'est une série. Et si vous allez m'aider à retrouver les noms d'acteurs et tout ça, hein, parce que bien sûr, j'ai tout bien préparé. il y a le donc, super acteur de Breaking Bad dedans. C'est ça, le gérant de Los Polios Hermanos. On m'a redit son nom il y a pas longtemps, mais j'arrive pas à l'imprimer. Bref, donc c'est sur Netflix. Giancarlo Esposito. Merci. C'est une dizaine d'épisodes, si je me souviens bien. Les épisodes ne sont pas numérotés. C'est une des petites particularités de la série. Ils ne sont pas numérotés, ils sont colorisés. Chacun a une 8 épisodes, pardon. Donc chacun a une couleur et non un numéro. Et la particularité, c'est que, en fait, on peut regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut. La série a été pensée pour ça. C'est l'histoire d'un casse. Du casse. S'il vous plaît, pas d'un casse, mais du casse. Et donc on va suivre cette histoire à travers tous ces épisodes. Chaque épisode se passant à une époque différente. On va avoir plusieurs années avant, quelques jours avant, 3 mois après, 6 mois après, quelques jours après, le jour du casse. Et donc, on va suivre donc cette ribambelle d'experts dans leur domaine qui vont s'organiser pour aller casser cette société et ce coffre-là en particulier, puisqu'il s'agit d'attaquer un coffre réputé inviolable pour des raisons très personnelles comme l'argent et d'autres raisons beaucoup plus personnelles comme l'argent. Et en vrai, dans le tas, il y en a quand même quelques-uns qui ont d'autres raisons. La vengeance.
J'ai pas vu la Aussi. série, je dis ça au hasard. Oui, non, c'était sans grande surprise. Et sans avoir donc, fait ça. c'est très très sympa à regarder, ça fonctionne très très bien. L'exercice de style qui consiste à permettre de regarder les épisodes dans l'ordre qu'on veut fonctionne bien, a été bien réalisé. Effectivement, quel que soit l'ordre dans lequel on regarde, ça pose aucun problème pour le suivi. Ça permet de voir les choses venir d'une certaine façon ou d'une autre, en fonction de à quel moment on va regarder l'épisode jaune par exemple. Et franchement, j'ai passé un super moment. Donc T'as essayé de le regarder dans différents ordres ou pas? Est-ce que Netflix propose un ordre aléatoire? Non, pas que je sache. Je les ai pris dans l'ordre proposé par Netflix. Je suppose que c'est l'ordre de parution. Alors, je sais qu'il avait fait pour certains trucs où Comme ça fait pas très longtemps que je les ai regardés, je les ai pas encore regardés dans un autre ordre, parce que c'est dans le Et coffret dans ça, la ça mémoire. te tente de tenter de le faire dans un autre ordre ou... J'essaierai alors peut-être pas, comme j'ai 12 millions de trucs à regarder, peut-être pas sur toute la série, mais effectivement j'essaierai de replonger dans un épisode au hasard, juste pour le plaisir de... typiquement, je me referais bien le jour du casse, justement pour revoir 2-3 petits détails qui le m'ont dernier peut-être épisode. échappé. Non, c'est pas le dernier épisode de la série. Alors en fait, il y a plusieurs ordres qui sont proposés en fait sur Internet. T'as même t'as Tarantino, t'as Stephen King qui ont proposé leur propre ordre aussi pour regarder Kaleidoscope, parce que c'était le gros buzz quand même. Plein de Je suis propositions pas allé différentes. jusque-là. Mais Merci, enfin Thio. voilà, en tout cas, si vous aimez les histoires de casse, allez-y, c'est vraiment super chouette, ne passez pas à côté de ça. Alors, perso, je l'ai vu. Un peu. C'est quoi un peu? C'est les premiers épisodes? Le J'en ai premier vu 4, je crois. J'en suis sorti parce que certains personnages sont trop cons. Ça arrive d'avoir des gens cons. Il y a un moment où tu as besoin d'avoir des mecs, c'est censé être un peu des pointures pour faire un très gros casse. Et vraiment, il y a des attitudes qui peuvent pas coller avec ça. Il y a le personnage con là qui se blesse, dont j'ai oublié le nom. Ouais, la grosse brute là. La grosse brute, il est vraiment trop con. Et les mecs continuent à fonctionner avec lui. Il y a la relation avec la nana. Mais il est trop con pour aller avec toi, meuf. Ça marche pas. Ça... Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça qui m'ont fait un peu sortir et qui m'ont empêché d'aller plus loin. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour ceux qui nous écoutent en Ça podcast. colle aux dents, les chocobons. Ouais, hein, c'est ça. Je coincé dans la gorge, là, c'est très... Après le dromadaire, le Ouais, chocobo. j'ai plus rien à quoi. boire, je vais aller chercher une bière. Tu vois, la Bon, prochaine pause. fois, tu me laisseras parler pendant que tu Voilà. déglutis. Et on se retrouve dans quelques minutes pour ceux qui nous suivent en live. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle émission. C'est un plaisir de les faire. C'est un plaisir d'être avec vous, les amis, car on est dans la joie, la bonne humeur. Et là, on est tous autour de la table. Et Thio ne parle pas. Alors d'habitude, il parle pas, mais il fait presque exprès de pas parler. Mais là, il n'a pas à parler. Mais il a réussi à parler quand même, parce qu'il fallait qu'il parle. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao! Salut tout le monde. À la semaine pro! Bye.